et puis des bassins avec des coils. Et puis après, oui, je suis passé sur un petit nano. Et puis après, il y a eu Provence Corail. Ouais, Et j'ai toujours gardé un nano d'ailleurs. d'accord. Et alors, Voilà. Provence Corail, ton idée, Ouais. c'était quoi? De faire de la repro de corail et de la commercialiser? C'était. Ouais, alors en fait, si tu veux, moi j'avais une expérience où j'avais bossé 1 an en animalerie où j'étais responsable de la partie poisson. Et en fait, c'est vrai que j'avais fait déjà un petit peu à l'époque le tour sur l'origine en fait des poissons qu'on trouve dans le secteur de l'animalerie. Et malheureusement, même encore maintenant, même si ça se développe un petit peu au niveau des États-Unis sur la reproduction de poissons récifaux, il y avait 80-90% des poissons d'eau douce de l'animalerie étaient issus d'élevage, donc il y avait à peu près 10-20% de sauvages, et malheureusement en eau de mer c'était totalement l'inverse, en sachant qu'il y a encore des techniques qui sont on en parle, hein, mais il y a des techniques avec la pêche au sel de cyanure, il y a tout ce qui est explosif, tout ça. Alors, bon, ça dépend. Après, il y a quand même des États qui prennent un peu conscience des choses et c'est Ouais, un peu plus réglementé. Mais du coup, c'est vrai que par rapport à ça, ça m'avait donné envie d'avoir un élevage plutôt respectueux de l'environnement. Et donc, le but de Provence Corail, j'achetais en fait des pieds mères en plusieurs exemplaires, mhm, donc essentiellement en Caraïbes et puis en Indonésie. Et je les achetais en fait déjà auprès d'éleveurs qui faisaient déjà de l'élevage. Donc, ils étaient plus ou moins déjà autonomes en fait, ouais, avec donc. des tables à coraux, tu vois, en milieu, Mhm. pour minimiser justement le prélèvement. Moi, c'était le but, c'était de ne pas travailler avec des souches sauvages. Donc après, c'est sûr que ça restreint un petit peu, j'allais dire, l'attente ou après la volonté de certains clients à avoir une souche bien particulière. Mais bon, moi, justement, j'avais fait le choix de, si on ne trouve pas, ou qu'on a du mal à trouver des souches qui Ouais. sont avec une certaine forme, certaine coloration, c'est qu'elles sont mieux dans la nature, en fait. Et donc, du T'avais coup, déjà voilà, une conscience écologique, quoi. ouais, tout Euh, à fait. Tout d'accord. à Et fait. c'était quoi, les années 2010, 2000, quelque chose comme C'est- ça, non? C'était entre 2014 et 2018. Et donc, du coup, voilà, j'avais des géniteurs en fait que j'importais. Donc, je faisais pas spécialement beaucoup d'importations parce que j'en arrivais à en acheter en fait un certain nombre. Et donc, après, le but, c'était d'avoir un réseau avec des géniteurs et de pouvoir prélever jamais sur le même des fragments, d'où le bouturage, pour qu'après les animaux puissent cicatriser sans épuiser un seul et même pied mère. D'accord. Et donc voilà. Est-ce que tu avais essayé la reprosexuée des coraux? Alors j'avais donc il y a en asexué, donc il y avait différentes techniques de bouturage, mais après en sexué, oui, sur des discosomas en fait, avec de l'oxygéné, j'arrivais à induire une émission de gamètes. Donc c'était plutôt pas mal. Et puis même après, j'en avais eu un peu sur des pierres vivantes un peu disposées partout dans les Mhm, gros bassins. J'avais des bassins de 800 litres à peu près. Donc, ouais, sur ça, j'avais réussi. Après, c'est quand même un petit peu plus compliqué parce que des fois, on le voit sur des importateurs, mais souvent, en fait, les émissions de gamètes, elles sont dues parce que déjà, les animaux, ils sont déjà sur des phases lunaires bien précises et que après, le stress de la manipulation ou des choses comme ça font qu'ils émettent. Mais ça reste quand même assez dur quand même à déclencher en milieu artificiel. Ça arrive, mais je sais qu'en Australie, ils bossent pas mal dessus quand même. Ouais. ouais, moi j'ai à chaque fois je le dis, mais bon, j'ai mon fils qui bosse sur les coraux au Criob à Montréal. Ouais, Et là, en ce moment, tous ces week-ends, c'est des nuits blanches parce que les coraux, je sais pas ils pourquoi, mais émettent. ils émettent tous les samedis soirs, quoi. Juste quand c'est le week-end, pouf, à 11 heures, il va au labo pour récupérer les larves parce qu'il étudie le développement à plusieurs stades larvaires, quoi, Ouais, au niveau du séquençage de l'ADN et compagnie. ouais. Et donc, voilà, quoi. Donc, c'est dans le labo, ça pond, quoi, et régulièrement, mais enfin bon. Ah bah, le Criob, je connais bien parce que justement, à l'époque, j'avais essayé de faire un partenariat avec Serge Plan du Criob, justement, où il bossait Ouais, sur ça. Donc, je sais qu'il avait une ferme justement en Polynésie, c'est ça, hein? ouais, ouais, à Ouais, Montréal. voilà. Et voilà. Et donc, du coup, lui, il voulait en fait avoir une ferme dans ses labos. Et du coup, il avait fait à l'époque appel à nous. Ah ouais, Voilà. ok. Et après, si je peux rajouter quelques lignes sur Bien Provence sûr. Corail, donc c'est vrai qu'on faisait du bouturage, mais après, on a quand même aussi essayé de se diversifier parce qu'on avait de la demande. Donc, c'est vrai qu'à la base, le tout début du projet, c'était surtout en fait vendre aux professionnels. Et vu qu'il y avait quand même une grosse demande en fait dans le sud, on s'est dit bon on va quand même ouvrir aux particuliers, faire de la vente par correspondance.
Et donc, du coup, après, on a été amené à construire des aquariums sur mesure, faire de l'entretien. Mhm. Et puis après, vendre tout ce qui est additifs, produits alimentaires pour les coraux. Et puis après, petit matériel aquario, Ouais, il y a de vibrateur. Jean-Gabriel Geffray qui te dit bonsoir. Bah, alors là, c'est un Il dit ancien client. bonsoir aussi à un Thierry, mais je sais pas qui c'est. Mais c'est pas grave. Je pense que bah, c'était des anciens clients, donc bah, je les salue, ça Ouais, me fait ouais, plaisir. Ça me fait ouais, plaisir. ouais, ouais. Et ils sont contents de te voir. Ouais. Quand j'avais annoncé l'entretien, ah Ouais. super, on y allait, machin et tout, tu vois. Ouais. Ça fait plaisir. Donc, bah ouais, après, c'est sûr que ça a été un peu compliqué vis-à-vis de mon associé. Puis moi, entre-temps, j'ai eu aussi une petite fille, donc ça a été, la fin a été très, très dure. Je suis quand même relativement content parce qu'on avait pu à l'époque faire ce qu'on avait en tête, de vraiment faire du bon boulot, je pense, avec toute l'histoire de quarantaine. Je pense qu'on était les seuls à mettre des animaux en quarantaine, hein. Ce n'est pas du tout le cas en animalerie, ou alors les quarantaines, c'est quelques jours ou une semaine. Mais malheureusement, sur tout ce qui est parasitaire ou tout ce qui peut être des pathologies sur à la fois du poisson ou sur des coraux, une semaine, ça ne sert à rien, quoi. Donc, Hmm. bon, c'est vrai qu'on se démarchait comme ça. Et le fait d'avoir la grande salle avec les bassins, le réseau avec les boutures, le réseau avec les géniteurs qui étaient visibles de tout le monde, je pense que ça, c'était quand même assez impressionnant parce qu'on avait quand même de la surface, ça faisait 200 mètres carrés, on avait à peu près Ouais, ouais, ouais. 20 à 25 000 litres d'eau de mer. Et puis après, on avait aussi une salle un peu, j'allais dire hôpital, en cas s'il y avait des problèmes sur les poissons, on les isolait, évidemment, c'était pas à la vente, quoi. Et puis, il y avait aussi toute la gestion. Après, on a fait le site internet, on avait de la vente euh, par correspondance. Ouais. Là, l'avantage qu'on avait fait aussi, on avait pas mal bossé avec Allo Express qui sous-traitait UPS et France Express. Et l'avantage, c'est que tous les animaux, en fait, les commandes qui arrivaient le matin, elles étaient pêchées en fait le soir à 18h. À 18h30, on avait le livreur et c'était reçu le lendemain avant 13h. Donc, on avait réussi Ouais. quand même à pas mal écourter cette phase de transport qui peut être critique en fonction des animaux qu'on Ouais, convoite. surtout l'hiver en plus. Et surtout l'hiver. Évidemment, après, sur les phases hiver ou été, il y avait déjà, c'était la volonté aussi des transports d'animaux. Il y a des périodes qui n'étaient pas possibles, quoi. Donc, Ouais, j'imagine que tu connais Mathieu Ferry. Là, j'ai une petite pensée pour Albiome ouais, je le qui connais. visiblement s'arrête. Ouais. Ça a l'air d'être quand même vachement difficile d'arriver à subvenir avec la vente de coraux et compagnie. Ouais. Bah, après, nous, tu vois, bon, il y a tout un contexte aussi, hein. Moi, je disais, bon, il y a eu l'histoire de mon associé, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est vrai que quand on avait monté l'histoire de Provence Corail, ce qu'on n'avait absolument pas pris conscience, c'est à côté, je pense que ça nous a mis un petit peu du plomb dans l'aile quand même, mais il n'y a pas que ça, évidemment. C'est que bah, tout ce qui était bourse, ou après, bah, les gens, entre eux, ils se vendent des boutures, ou ils se les échangent, tout ça. Bah, c'est vrai que pour un professionnel comme nous à l'époque, c'était difficile de s'aligner parce que quand tu vas dans des salons, des choses comme ça, quand tu vois que tu as des boutures qui sont comme ça, qui sont vendues entre 5 et 10 euros et que Hmm. toi, pour t'en sortir en essayant de te verser un salaire, ça va te coûter 15 ou 20 euros, ben, des fois, le choix, il était vite fait, quoi. Donc, Ouais. on avait quand même des gens qui étaient quand même passionnés, qui se rendaient compte en fait de la volonté, j'allais dire, un peu écologique qu'on avait nous derrière et, Et du et du travail travail accompli. et du travail. Après, c'est vrai qu'on prenait aussi, je pense, s'il y a des anciens clients, je pense qu'on essayait de prendre au maximum de temps aussi pour bien conseiller les gens, bien les orienter, sans spécialement à la base qu'il y ait une vente, parce que moi, je n'ai pas fait d'études dans le commerce, donc ce n'était pas spécialement mon truc. Je préférais, en tout cas, vendre du mieux que je pouvais et avant toute chose, que les animaux, surtout, ils tiennent que ce soit des poissons, que ce soit des détritivores ou des coraux. Moi, mon but, c'était surtout que bah, les animaux restent en vie, quoi. Ah ouais. C'est sûr qu'après, si les gens ils s'y prenaient trop tôt, qu'ils n'avaient pas bien cyclé le bac, ou après ils avaient des espèces qui n'étaient pas compatibles, enfin, moi je ne vois pas d'avantage en fait à mettre des animaux si tu sais que dans quelques jours, voire quelques mois, ils ne tiennent pas. C'était pas le but de la société à l'époque. C'est difficile, hein, le récifal, c'est une passion très ingrate et très difficile. Ouais. Alors, Mais encore une fois, il y avait deux types de clientèle. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui sont passionnés, qui vont être à l'écoute. Et après, il y a, je pense que c'est un peu comme partout, hein, tu vas avoir un portefeuille client où les gens, ça va être de l'achat compulsif, ou alors ils vont prendre un animal parce qu'ils le trouvent beau.
C'est sûr que c'est un critère, la beauté, mais par la forme, la couleur. Mais du coup, bah, voilà, c'est pas si simple que ça. Il y a plein de notions de paramètres physico-chimiques à prendre en compte, de volume, de compatibilité entre espèces. Et des fois, ces gens-là sont pas à l'écoute. Ils ont envie du truc. Et bon, donc heureusement, j'en ai eu des gens comme ça. Mais après, c'est vrai qu'en essayant de sensibiliser un peu plus les gens, au final, on y arrivait quand même. Ouais. T'as le bonjour de Fabien, Fab Fab Corail, Corail, ah bah super, qui enchanté. regarde. Je suis très content de l'avoir aussi. Ouais. Et on peut continuer un petit peu, c'était quoi Bien votre sûr. maintenance chez Provence Corail? Vous Euh, aviez de l'eau de mer naturelle? alors, en fait, au tout début, ça a été très compliqué aussi. Ça a été de trouver la place parce qu'au début, on avait la volonté, on était à Marseille, hein, donc on avait la volonté justement de faire un pompage. Et en fait, on s'est heurté à plein de choses. Bah, c'est que déjà, la côte marseillaise, il y a plein de calanques, donc l'accès, il est quand même difficile. Il y a des Ah ouais. contraintes au niveau des autorisations des affaires maritimes sur le volume pompé, rejeté, tout ça, c'est assez lourd. Et on avait à l'époque aussi fait pas mal d'analyses d'eau. Et malheureusement, en fait, on n'avait pas des spots qui étaient terribles parce qu'il y avait un passé un peu à certains endroits industriels où il y avait des traces de métaux lourds, ça. Donc pour les coraux, c'est quand même pas l'idéal. Et le seul site qui était viable à la rigueur, c'était les îles du Frioul parce qu'on avait une courantologie qui était super intéressante, que bah, il y avait tout ce qui était plancton derrière qui suivait. Donc ça, pour les coraux, c'était topissime. Après, bah, c'est sûr que c'était l'accès quand on s'est dit, bah, c'est pas possible, quoi. Les gens, ils peuvent pas prendre le ferry pour venir nous voir. Ouais. Donc du coup, après, on a trouvé quand même cette zone là qui s'appelait Artisanor, là, qui était dans les quartiers nord de Marseille, à l'entrée. Donc après, c'est toujours pareil, hein, on a plus ou moins un cliché de Marseille, mais heureusement, Marseille, tout n'est pas comme ça. Je pense qu'il y a d'autres villes où c'est plus craignos que Marseille. Ouais, ouais, Et non, du mais coup, on avait trouvé cette zone industrielle où on avait un hangar de 200 mètres carrés. Et là, effectivement, on était reparti du coup sur de l'eau de mer naturelle. Donc, on avait un partenariat avec Aquarium System, dont je travaille toujours en plus. Et on avait un gros osmoseur en fait qui nous faisait 1 à 2 mètres cubes jour. Donc, l'avantage en fait de tout le réseau, c'est qu'on avait donc un système de filtration qui faisait, je crois, 2 ou 3 mètres cubes. C'était comme une sorte de coque de piscine où on avait mis les pierres vivantes, on avait mis des colères, on avait fait un lit de sable bon, épais. un gros refuge, quoi. Voilà, un super gros refuge. Et puis après, au-dessus, on stockait l'eau de mer à la fois pour nous, hein, qu'on revendait aussi aux clients. Et on avait aussi une grosse cuve en eau osmosée qu'on vendait aux clients et qu'on utilisait. Et puis tout était en gravité, quoi, sur les réseaux, sur les 4 réseaux, parce qu'il y avait 4 réseaux, à la fois la quarantaine, la partie acclimatation, la partie bouturage et la partie géniteur. Ouais. Quand tu dis géniteur, c'est les pieds mers. C'est ça, ouais, ouais. Ouais, c'est un peu technique, mais c'était uniquement un réseau où on n'avait que les pieds mers. Ouais. D'accord. Et donc, tout Et ça était sous Alpheus parce que, voilà, si tu me dis que toi, tu étais toujours séduit par la marque, j'y travaille toujours d'ailleurs. ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, en fait, bah, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de travailler avec des entreprises françaises. Et en fait, ça a été quasiment les seuls, en fait, par rapport aux besoins sur tout ce qui était l'énergie, le flux lumineux. Alors, il y a plein de rampes qui sont très très bien dans le commerce aquario, mais c'est vrai que sur des données techniques qu'on avait besoin, parce qu'on faisait à la fois des SPS, des LPS, enfin, la famille est très grande sur les coraux, Hum. évidemment, mais ça avait été les seuls en fait à pouvoir répondre techniquement aux caractéristiques qu'on souhaitait. Avec le par qui est en fait l'énergie Ouais. lumineuse qui est utile pour la photosynthèse. Sur les Voilà, SPS, c'était à quoi? 450, 500 de part? ouais, c'est ça, c'était dans ces eaux-là, ouais. Et Mhm. après, j'allais dire, il y avait à peu près 25 bassins. Donc, en fonction des espèces, on regroupait et on arrivait en fait à avoir des éclairages qui étaient vraiment quasiment spécifiques à l'aquarium, quoi. Donc, oui, ce que tu me dis, c'était des valeurs qu'on avait entre autres sur certains bassins. Mais c'est vrai Mhm. qu'Alpheus avait été, c'était quand même c'était quand même du haut de gamme. Mais c'est vrai que ça reste, je pense, à mes yeux, un des meilleurs, en tout cas, à la fois en service après-vente et puis en information technique, voilà, sur cette partie-là qui est la plus importante au final pour nos coraux, quoi. Ouais, l'éclairage, c'est très important. Ouais. Dis donc, ils ont la nostalgie de ta boutique, hein, les gens qui regardent, hein. L'installation était topissime, machin et tout. Ah, bah, Ça doit te faire plaisir. Hein. ça me fait plaisir. Ouais. Je les en remercie. Et ça, même si ça a fermé, en fait, pour moi, j'ai quand même réussi à faire ce que j'avais dans la tête. Et c'est une super expérience de vie, quoi. Voilà. Donc, maintenant, tu es donc chez Éco-Océan.
Donc C'est moi, ça. voilà, donc Ap- ap- Écocéan, ouais. je vais essayer de synthétiser un peu ce que vous faites. Hmm. Vous avez pris conscience que la faune aquatique, notamment les poissons, avait une reproduction très, très dégradée de par l'urbanisme, de par la pêche, de par la pollution, de par tout ça. Et C'est vous ça. êtes dit, tiens, on va les aider à se reproduire. Euh, Alors, ouais, alors c'est un petit peu ça. En fait, pour te dire un petit peu les grandes lignes, et si je peux parler un petit peu de l'historique ouais, bien sûr. d'Écocéan, donc le directeur général, c'est Gilles Le Caillon. Et donc, en fait, lui, a vraiment, au tout au début, en fait, c'est ce qui m'a un petit peu séduit quand je suis rentré à Écocéan, parce que c'était vraiment dans la lignée de ce que j'avais idée et ce que j'avais fait à Provence Corail, c'est qu'en fait, lui, au tout début, il a bossé surtout aux Philippines et du coup, en fait, il capturait avec un piège lumineux des larves de poissons qui faisaient grossir et donc, du coup, il n'y avait pas d'impact en fait sur des techniques de pêche comme j'ai cité tout à l'heure, celles de cyanure, des choses comme ça, ou même des pêches au filet qui au final les abîment, alors que c'est des poissons qui sont normalement, j'allais dire, appréciés par leur forme, leur beauté, le fait qu'ils ne soient pas abîmés. Et donc, du coup, en fait, il capturait ces animaux avec un piège lumineux à l'état de larve, sans conséquence sur les stocks de poissons sauvages. Et il les faisait grossir et après, il les vendait à des enseignes comme des Botaniques, des Truffaut, sur la plateforme Aquario. Donc ça, il a D'accord. fait ça pendant des années. Et donc là, depuis le projet pour lequel je bosse, en fait, le pilote, il existe depuis 2012, mais ils ont quand même continué avec Océan, moi, avant que j'arrive. Ça a bientôt 18 ans avec Océan. Ouais. Ils ont quand même pêché à travers le monde, hein, c'est-à-dire à la fois sur les Caraïbes, enfin vraiment partout, et même en eau douce, on fait ça maintenant. Et donc, pour dire un petit peu les grandes lignes d'Écocéan, donc ça reste quelque chose qui fait de la restauration écologique au sens large. Donc, il y a vraiment deux grosses entités principales. Ça s'appelle BioRestore, c'est la partie du coup moi dont je suis responsable maintenant. Et donc BioRestore, en gros, c'est on capture des post-larves, donc larves ou post-larves de poissons. Ouais. On les élève et après on les repeuple. Donc voilà, c'est trois étapes. Donc la partie capture, ça se fait avec un CARE. Donc c'est un piège lumineux qui est avec un caisson étanche où on met un bloc lampe avec une LED. Et si tu veux, juste en dessous de ça, tu vas avoir une espèce de filet un petit peu conique donc qui s'évase. Et tout au bout, on va avoir un collecteur. Et donc, en gros, en fait, ce piège lumineux qui est breveté, en même temps que toute la partie élevage et repeuplement, on va le placer en fait sous certaines conditions météorologiques et lunaires. On s'est aperçu en fait Lunaire. qu'on avait… Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que comme c'est un piège lumineux, en fait, son efficacité elle est d'autant plus grande quand il n'y a Que pas la de lune. lune, qu'il n'y a pas de lune, quoi. Exactement. Donc en fait, c'est quand il y a la nouvelle lune, c'est la lune noire, il n'y a pas de lune. Donc Ouais. généralement, en fait, alors ça c'est sur le papier, mais après ça va dépendre après des saisons, ça va dépendre de plein d'autres choses. Mais globalement, en fait, on pêche par mois une dizaine de jours, voilà, par mois, et c'est 5 jours avant et 5 jours après cette fameuse nouvelle lune. Après, ce qui rentre en jeu aussi, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est les conditions météorologiques. Alors évidemment, c'est vrai que sur les périodes comme là, novembre à janvier, février, sur la côte marseillaise, bon, il y a quand même un peu des tempêtes, des choses comme ça, un petit peu de partout d'ailleurs. Donc, c'est pas l'idéal pour pêcher, mais on arrive quand même à pêcher. Et après, ce qui nous favorise, j'allais dire, le recrutement larvaire, on va avoir tout ce qui est les courants d'eau, le vent. Donc, par exemple, quand il y a du Mistral, qui est un vent plutôt des terres qui va pousser les animaux, enfin surtout les masses d'eau en fait vers le large, Ouais. on va avoir du mal en fait à capturer les larves. Il faudrait qu'au contraire, on ait plutôt des vents du sud-est pour pouvoir ramener en fait sur la côte les larves. Et si je fais une petite parenthèse en fait justement sur la partie larvaire, en fait, le projet Écocéan, nous, on va s'intéresser qu'à des espèces côtières, c'est-à-dire que les espèces D'accord, qui voilà, sont… j'allais te poser la question. Ouais. La pêche des larves, elle se pratique en bateau ou Alors, en fait, le projet exactement, il s'appelle Cassiomar. En fait, c'est ouais, Cassis, Ciotat, Marseille. Ce sont les trois sites où on va prélever et on va repeupler. Et du coup, l'avantage aussi, ce qui fait j'allais dire son point fort aussi, c'est qu'on paye des pêcheurs petits métiers pour poser nos pièges. Et donc, du coup, voilà, on les paye pour ça, pour poser. Il y a à peu près une dizaine d'engins lumineux par site et par pêcheur. Et ça, c'était une volonté justement pour boucler la boucle, quoi, parce qu'au final, les stocks de poissons méditerranéens sont peut-être en meilleur état qu'il y a 10-20 ans parce qu'il y a eu
quand même toute une notion derrière de sensibilisation auprès des pêcheurs, de pêche à la taille, à la maille, de parcs marins aussi qui ont bien joué leur rôle. Mhm. Mais la Méditerranée reste quand même formidable réservoir à larves, post-larves de poissons, sans pour autant que les stocks de poissons suivent derrière. Et donc, en fait, l'idée de Cassiomar, c'est que sur le cycle de vie du poisson, donc ces poissons qui sont dits côtiers, on ne parle pas des poissons pélagiques que parfois on peut attraper en larvaire, mais à Ouais. la rigueur, en fait, dans tout ce qui est, j'allais dire, les projets ou les gens avec qui on bosse, c'est donc le côtier, donc tout ce qui est pélagique, style thon, sardines, des choses comme ça, on ne prend pas. Mais donc Donc ces le animaux. côtier, c'est les petits poissons de roche, quoi. Ouais, il n'y a pas que ça. Tu vas avoir du bar, tu vas avoir des dorades, tu vas avoir effectivement des rascasses, des sols, tu vas avoir des muches, des chromis. Enfin voilà, c'est assez représentatif quand même. Mais du coup, en fait, si je peux faire un petit peu simple pour que tout le monde puisse un petit peu saisir le Ouais. cycle de vie du poisson, donc ces animaux côtiers se reproduisent sur la côte. Les œufs, en fait, il y a une fécondation externe. Donc, les œufs, en fait, ils vont être fécondés en milieu externe. Ils vont être emmenés au gré des courants voilà, de tout ce qui est hydrologie au large. Et c'est en fait au large qu'ils éclosent. Et un petit peu comme, j'allais dire, si je prends cet exemple-là pour que aussi tout le monde comprenne, un petit peu comme les saumons, en fait, ils vont se rappeler de l'endroit où ils naissent et ils reviennent. Bah là, en fait, ces œufs côtiers qui éclosent, les larves, en fait, elles vont exactement faire ça. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de regagner en fait l'habitat de base des adultes, donc Ah oui. les petits fonds côtiers. Et donc, pourquoi en fait on fait ça? C'est-à-dire qu'en fait, sur ce regain à la côte, il y a quasiment plus de 99% de mortalité. À C'est, cause de c'est- quoi? À cause de la alors, pollution? alors, à cause de plein de choses, c'est ça qui est aussi compliqué à expliquer. C'est-à-dire que déjà, ce sont des jeunes stades larvaires. Donc, il y a plusieurs stratégies de reproduction en milieu, voilà, à la fois des animaux aquatiques et terrestres. En langage un peu technique, on appelle les stratégies K et R, c'est-à-dire qu'on a des animaux qui peuvent reproduire énormément en fait de descendance et d'autres moins. Par exemple, l'homme va faire un enfant qui va être viable, alors que des poissons, justement, pour avoir une chance de perdurer ses gènes et puis voilà, pour avoir une Mhm. descendance, ils sont obligés d'émettre une grande quantité de descendance pour être sûr qu'il y en ait au moins Quelques-uns qui survivent, ouais. quelques-uns qui survivent. Donc là, les poissons côtiers, c'est un petit peu cette chose-là, en sachant qu'il y a quand même ces deux stratégies-là qui sont aussi chez les poissons. Et donc, en fait, voilà, la larve est déjà petite, donc il y a déjà une mortalité assez importante sur ça. À cela, ce qu'on ajoute, ça va être la prédation. Les petites larves se font manger par des poissons plus gros. Voilà. Jusque-là, ça, c'est des choses qui sont dans la nature. Ouais. Mais par contre, après, ce qui vient s'y greffer, ça va être les conséquences de l'activité humaine. Donc, on va avoir tout ce qui est les changements climatiques, les réchauffements des eaux, les variations du pH de l'eau de mer, par exemple. On va avoir les phénomènes de pollution, des hydrocarbures, des pollutions diverses. Et après, on va avoir la destruction de leur habitat de prédilection, donc les petits fonds côtiers. Parce que donc en fait, ces larves, quand elles arrivent du large, le truc, c'est qu'elles vont arriver près de la côte, elles vont essayer de séjourner dans à peu près entre 1 à 5 mètres d'eau. Ouais. Donc l'idéal, c'est des petits enrochements avec plein de petites caches, avec des algues. Donc il y a de la bouffe, quoi. Ils peuvent se planquer, tout ça. Et il y en a Et, plus de ça. et si, il y en a. Mais par exemple, l'homme, il a artificialisé quand même pas mal de kilomètres de côte. Donc, par exemple, le Grand Port de Marseille, c'est un exemple. Ces petites larves qui ont, on va dire, au fur et à mesure de s'approchant de la côte, elles sont écrémées par tous ces pourcentages Ouais. différents qui induisent la mortalité. Le peu qui arrive, ils arrivent dans un grand port où ils se trouvent face à des quais et je ne sais pas, des digues qui sont plutôt lisses. Enfin, les digues, c'est à parler parce que c'est souvent après un peu artificiel, mais il y a des cavités. Mais je vais prendre l'exemple du quai. Un quai, c'est totalement lisse. La petite larve, quand elle arrive, elle est habituée à trouver des enrochements, des choses comme ça. Elle ne peut pas se planquer et puis il n'y a pas grand-chose à bouffer, quoi. Donc, elle finit par mourir. Et donc, le but d'Écocéan, c'est de capturer en fait ces larves et ces post-larves avant tout ce stade critique, puisque le gros taux de mortalité, quand même, il est un petit peu avant le regain vers la côte. Donc, c'est pour ça qu'on met nos pièges lumineux. Ils sont capturés par ces pièges lumineux. Donc, en gros, les larves, généralement, elles restent dans les premiers centimètres, voire 1 mètre d'eau. Ça reste quand même à la surface, à part quand il y a du vent, des choses comme ça, où elles peuvent sonder. Et donc, elles sont attirées par la lumière. Elles vont essayer de chercher à se planquer, donc elles vont sonder, elles vont rentrer dans le filet d'elles-mêmes. Et du coup, le lendemain matin, le pêcheur, en fonction des sites, il va nous ramener
les glacières. Mais en fait, l'avantage de notre filet, c'est que en fait, en le sortant de l'eau, bon, évidemment, vu que c'est quand même un truc qui fait quand même 2 mètres, c'est Ouais. assez lourd, il se vide d'eau, sauf la partie, en fait, la base, où on a La base, là où c'est. voilà, c'est un collecteur, si tu veux. Ça fait comme une espèce de, comment te dire, comme une sorte de bouteille, quoi. Et donc, en Ouais, fait, les ouais. larves, elles restent. Ce qui est très important, c'est Et, qu'il ne faut pas les sortir de. Ouais. ces larves, quand vous les récupérez, pour avoir une idée, elles ont quel âge? Généralement, je vais te donner une moyenne. Généralement, elles ont à peu près 20 jours de vie. C'est-à-dire 20 qu'entre le jours. moment où elles ont éclos et on les a capturées, elles ont entre 15 à 20 jours. Donc, c'est quand même minuscule. D'accord. Et D'accord. donc, je te disais par rapport à ça, c'est que le collecteur, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça nous permet de garder, de conserver les larves la nuit ou même quand on les récolte le matin dans l'eau. Parce que si tu les sors de l'eau, c'est des choses qui font entre 4-5 mm pour les plus petits, voire 10-15 mm. C'est des animaux qui sont déjà pas finis. C'est-à-dire, ils ont toutes des phases en fait de métamorphose. Donc, c'est Ouais. des animaux qui sont quand même très fragiles à manipuler. Et donc, pour les manipuler, en fait, on les pêche pas les puisettes, on les sort pas de l'eau, on les attrape avec des gobelets, des choses comme ça, des béchères. Et donc après, les pêcheurs nous amènent donc ces glacières et nous, on va avoir tout un travail en fait de tri, d'identification. Donc il y a une phase quand même d'acclimatation puisque les fermes Ouais. qu'on a, ce sont des fermes en fait qui sont dans des grands containers. Alors on a sur le site de Marseille en fait, il y a une ferme en fait de 40 pieds. Ça fait à peu près une 35-36 mètres carrés, donc c'est vachement optimisé quand même. Et ce sont des anciens containers frigo qu'on a recyclés. Et donc, en fait, on a deux réseaux d'eau. On a un réseau d'eau avec des aquariums pour avoir un visuel en fait des larves, de savoir si elles mangent bien. Il y a toute une phase d'identification. Des fois, on n'est pas capable Ouais. parce que ça arrive tellement petit qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et donc, du coup, le fait d'avoir ce visuel-là, ça nous permet de pouvoir identifier, de pouvoir voir la métamorphose et après voilà, de savoir quelle espèce c'est. Sans trahir de secret, vous les nourrissez avec quoi? De la nourriture vivante, des rotifères, des. Ouais, ouais. Alors, justement, j'allais y venir à ça. En fait, on essaye donc, on travaille avec des poissons qui sont sauvages. Ouais. En fait, derrière, il y a tout un protocole aussi de non-domestication, parce que Ouais, le but, c'est de… faut que ça reste des poissons sauvages, quoi. Ils sont pas Tout à nourris aux fait, croquettes, quoi. tout à fait. Donc, en fait, il y a quand même une part où ils sont nourris avec un granulé aquacole, parce que c'est ça quand Ouais. même qui va nous faire gagner en croissance. Mais à côté, on va effectivement faire éclore des artémias tous les jours. Ouais. Quand on capture les larves, en fait, naturellement, en fait, dans le filet, on a aussi du plancton. Donc, le plancton, en fait, on va le garder. Souvent, on a plusieurs espèces de mysis. Alors, ça reste vraiment très, très petit. C'est des stades qui sont de quelques millimètres. Donc, c'est parfait pour des petits stades, pas spécialement larvaires, parce qu'il faut quand même des choses plus petites de l'ordre du rotifère ou des nauplies d'artémia. Mais pour des petits juvéniles, Ah, t'es parti, Damien. voilà, des mysis, des petites larves de crabe, c'est super. Donc, en fait, on prend vraiment ce que la nature nous donne, hein. D'accord. Ah, tu m'entends? Non, ça y est, t'es revenu. Ouais. Ah, ok. Donc, je disais oui, en fait, on récupère ce que la nature nous donne. Donc, on a des larves, des post-larves de poissons, mais on a également du plancton. Donc, ça, on le trie pour pouvoir après le donner à des animaux qui sont un petit peu plus grands. Mais on fait des pâtés maison. On a en fait en surgelé, on a du krill, de la mysis, on a des moules. Enfin, comme on a beaucoup d'espèces, on essaie de répondre au maximum au régime alimentaire qui sont… Et dans vos nurseries, enfin, si je puis dire, ouais, c'est des nurseries, quoi. Ouais, c'est ça. Vous avez combien si c'est quantifié, combien de poissons en garderie? Ouais, alors on peut avoir jusqu'à 5000 poissons. 5000 poissons, ouais. Ouais. Sur une année, on peut avoir entre 60 à 80 espèces différentes sur une année. Mhm. Là, par exemple, en ce moment, on a à peu près 1000 poissons et il y a à peu près une vingtaine d'espèces qui est représentée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les animaux, en fait, on ne les garde pas longtemps, on les garde 6 mois. C'est-à-dire que Quand même. c'est déjà pas mal. Mais quand on les pêche, donc je disais tout à l'heure, ils arrivent pour les plus petits 5 mm et puis pour les en moyenne entre 10 et 15 mm. Et après, nous, on les relâche au bout de 6 mois à une taille qu'on a appelée taille refuge. C'est une taille en fait qui fait minimum 7 cm. Donc, c'est-à-dire qu'avant 7 cm, les animaux, on ne les relâche pas. Et en fait, cette taille-là, c'est une taille où déjà l'animal, donc c'est du juvénile, hein. Là, vraiment, qu'est-ce que c'est un juvénile? Un juvénile, c'est un adulte miniature. Donc, vraiment, il est totalement fini, il est pigmenté, il a son comportement, il a son régime alimentaire qui est déjà posé. C'est juste que sexuellement, il n'est pas mature. D'accord. Et en fait, cette taille-là de 7 cm, l'animal, il est déjà capable de se nourrir déjà depuis un petit moment tout seul, mais il est déjà autonome. Et c'est surtout qu'en fait, il est à 7 cm. Donc, tu as un poisson qui est déjà à peu près gros comme ça. À 7 cm, s'il y a de la prédation, évidemment, qu'il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 7 cm, il est quand même capable de se débrouiller. Et
généralement, pour manger un poisson de 7 centimètres, il faut que la bouche du prédateur elle soit quand même assez grosse pour être gobée. Il y a quand même des gros prédateurs qui peuvent évoluer sur les côtes, mais la majorité, ça reste quand même en pleine mer. Donc, du Ouais. coup, c'est vrai que voilà, cette taille de 7 centimètres, elle est bien. Dans la mesure du possible, des fois, on peut même les faire pousser à 10 ou 12 centimètres. On a des pageaux à carnes, donc c'est la dorade grise ou rose. Je ne suis pas trop fort en Ouais, ça vernaculaire, doit mais être rose, les pageaux, je pense. voilà, il y a plusieurs espèces de pageaux. Mais c'est des animaux que des fois, qui grandissent très vite et puis qu'on relâche à Et quasiment donc, 10 une fois qu'ils sont grands, que vous estimez qu'ils sont grands, vous les Ouais. relâchez au large? Oui, on les relâche en fait sur les endroits où on les a capturés. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi, je gère aussi une base de données. C'est-à-dire que, admettons, j'ai pêché 20 rougets à Cassis, 10 rougets à Marseille. On va essayer de relâcher en fait les animaux dans la quantité où on les a prélevés. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que dans nos fermes, on a à peu près 20% de mortalité, contrairement à 99% de mortalité en milieu naturel. Ça dépend aussi des années. Le mieux qu'on ait fait, c'était 14%. Après, on ne peut pas avoir 0% de mortalité parce que c'est un élevage et que dans un élevage, il y a toujours un petit peu de mortalité. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un réel intérêt justement de faire ça parce que du coup, les animaux sont nourris, il n'y a pas de prédation, ils sont dans des bonnes conditions. Et pour revenir aussi sur le régime alimentaire, donc je disais qu'on travaille avec du surgelé, on fait des pâtés maison. Il y a les fameux noplis rotifères pour les stades qui sont vraiment les plus petits. Et on va aussi acheter des proies vivantes, donc Ah ouais. des artémias adultes, des petites crevettes grises pour justement aussi. Les vers de vase, vous en donnez, non? Non, Quand ils sont un non, peu plus gros? non, sur du marin, on évite parce que c'est pas alors le ver de vase, le chironome, là, ce qu'on appelle l'arbre de moustique, c'est plus adapté sur des poissons d'eau douce que d'eau de mer. Ça va être un problème de digestibilité. C'est pas des animaux D'accord. qu'on retrouve et donc du coup, c'est vraiment pas bon pour eux. Donc non, on ne donne pas ça. Mais ce que je disais, c'est que voilà, on achète aussi des petites crevettes grises pour pouvoir régulièrement en proposer dans les bassins, surtout sur les phases avant les repeuplements, pour pas spécialement en mettre en quantité, mais juste stimuler les animaux pour vraiment qu'il y ait un instinct de chasse. D'accord. Et derrière ça aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on a des heures de nourrissage qui sont différentes tous les jours. Donc généralement, en fonction sur plutôt des juvéniles, on va nourrir 2 fois par jour, mais après sur des animaux larvaires, c'est un nourrissage toutes les heures. Et donc, du coup, voilà, ça fait partie de la non-domestication, le fait de… Parce que rapidement, en fait, tous les gens qui ont des aquariums ici, ils savent bien que domestiquer un poisson, ça se fait très facilement. Ils ont une horloge biologique dans le ventre et dans la tête et ils savent très bien qu'à 19h Ouais. pétante, la bouffe, elle va tomber. Donc là, le but, c'est justement de ne pas faire ça. Et on a aussi volontairement, en fait, sur les bassins qu'on a, donc on a plusieurs volumes d'élevage. On a des petits aquariums, je disais, dans un premier réseau où là, on n'a que des larves. C'est des Ouais. aquariums d'à peu près 20-25 litres. Donc ça, c'est l'idéal. Les animaux, ils vont rester là à peu près jusqu'à 2 cm, 2 cm et demi. Et après, en fait, ils sont mis dans des bassins qui vont à peu près de 300 à 1 mètre cube. Et donc, ça nous permet en fait là, c'est vraiment de l'aquaculture pure et dure, puisque en fait, même si les animaux dans la nature, ils arrivent vraiment calibrés j'allais dire au millimètre près, hein, quand on a Mhm. généralement un recrutement de pageaux comme là en fin d'année ou en début d'année, les animaux, ils arrivent, ils font tous 10-15 millimètres. Et là, en aquaculture, du coup, le jargon, c'est de faire des tritailles. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que génétiquement, il y a des individus qui vont grandir plus que d'autres. Oui, il On y a va des avoir des… chevelus, il y a des chauves, il y a des gros, il y a des maigres. C'est un Hein. peu ça, mais sur les vitesses de croissance, on va avoir des animaux, on va avoir des petits, des moyens, des grands. Le problème, c'est que si tu laisses ces animaux-là ensemble, il va y avoir une compétition alimentaire. Donc, Mhm. qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que les plus gros, ils vont plus manger. Et, vu qu'ils mangent plus, les petits, ils mangent moins. Et puis, les petits, ils finissent par se faire bouffer. Donc, nous, en Bah fait, ouais. le rôle en fait, qu'on a tous les jours, ou en tout cas régulièrement, c'est de faire des tris pour pouvoir isoler en fait les animaux qui sont dits les têtes de l'eau, donc les grands, les moyens et les petits. Et en fonction de ça, répondre aux besoins alimentaires. Donc, c'est ça aussi tout le challenge qu'on a là, c'est que autant dans des fermes aquacoles traditionnelles qui sont pour la consommation de bouche, pour la consommation humaine, hein, il y a 2-3 espèces. Nous, quand on a 80, les rations, tu n'as pas d'étape de rationnement. En aquaculture, tu Ouais. as en fonction de la biomasse, en fonction de la température de l'eau, du volume, tu sais quelle quantité de bouffe tu mets dans un bassin. Là, tu ne peux pas faire ça. Donc, en fait, tout est basé sur du visuel et bientôt aussi donc, de l'expérience aussi, moi, que j'ai acquis pendant les 4 ans du coup là, que je suis avec Bah Océan, ouais. mais il y avait déjà aussi, c'était un passé avec ça. Mais donc, du coup, voilà, il y a toutes ces rations qui changent toutes les semaines
surtout sur des stades larvaires où ça grandit très très vite. Ouais. Donc voilà, ça c'est un vrai challenge. Et à côté, je disais, voilà, il y a toute une partie où en eau domestication, on va avoir des couvercles qui sont volontairement opacifiants sur les bassins pour éviter quand on passe près des bassins que les Ils montent à animaux, en la fait, surface, ouais, viennent. voilà, ils montent à la surface. En fait, ce Vous qui est voulez pas bien, qu'ils viennent quémander, quoi. voilà, en fait, le paradoxe, même si on adore nos animaux, évidemment, c'est pas comme un métier que j'ai fait aussi où j'ai travaillé en aquarium public à Nausicaa, où il y a un lien avec les animaux. Là, en fait, tu cherches à pas en avoir. Et en fait, ce qui va permettre aux animaux d'avoir un meilleur taux de réussite dans la nature, c'est le fait de conserver cet instinct sauvage. Donc, en fait, nous, au lieu d'avoir un lien avec les animaux, c'est presque quand on soulève le couvercle, le fait qu'ils ne nous calculent pas, qu'ils nagent complètement, alors que tu fais ça sur des bassins à koi, des choses comme ça, les poissons, ils viennent te voir. Là, nous, on ne veut absolument pas ça. Et donc, limite, c'est bien qu'ils aient peur, en fait, quand on soulève le… Donc, c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est comme ça qu'ils auront des meilleures chances de réussite Ouais, ouais. en regagnant la corde, quoi. Vous leur forgez le caractère, quoi. C'est ça. Hein? Et pour finir un petit peu, j'allais dire la phase, la phase élevage, si je peux parler un petit peu au niveau technique. Donc, en fait, on a des systèmes de filtration qui sont, je ne sais pas si les gens vont connaître parce que ça, du coup, c'est un petit peu à une échelle professionnelle, mais on travaille avec TMC, Tropical Marine Center. Donc, c'est des Anglais et l'avantage, c'est que comme en fait nos fermes sont dans des containers, il a fallu trouver des systèmes de filtration qui sont un peu plug and Ouais, ils play. sont à Londres. Ouais, il me semble que Ouais, c'est j'étais ça. passé chez eux, il me semble. C'est ça. Et en fait, l'avantage de leur système de filtration, vu qu'on est quand même limité, comme on est dans un container, c'est un peu plug and play et c'est surtout assez ramassé. Donc, en fait, on a un système de filtration avec un écumeur, on a un lit de sable fluidisé, on a une biotower en gravitaire, donc vraiment pour tout ce qui est la partie biobal, bactéries. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un système de stérilisation aux UV. Et puis après, on a des poches mécaniques en filtration à entre… Et quels sont vous testez Ouais. votre flotte, vous gardez des paramètres avec des nutriments bas, vous faites quoi? Ouais, alors ouais, c'est ça. Alors en fait, on fait un pompage. En fait, on est situé vraiment à l'extrémité du Grand Port de Marseille. On est vraiment devant la face nord. Ouais, Et du coup, en fait, j'avais fait aussi des analyses d'eau pour pouvoir pomper et être sûr d'avoir un gros courant fort pour avoir une qualité d'eau qui est top pour les animaux. Et ce qu'on fait, c'est que évidemment, on ne peut pas pomper quand il y a des phases, on est près de la côte, quand il y a des phases de pluie, des choses comme ça. Il y a toujours des eaux de ruissellement où c'est un petit peu sale, mais c'est pas spécialement pollué, mais c'est sale. Et puis bon, bah, du coup, c'est de l'eau douce. Donc, en fait, on pompe généralement entre 6 et 10 mètres de fond. Et cette eau-là, en fait, on la stocke dans des grosses cuves de 10 mètres cubes qu'on a en extérieur où elles sont en boucle avec un UV et en bullage et avec des brasseurs. Et donc ça nous permet quand on fait des changements d'eau, quand on fait du siphonnage d'aquarium, des choses comme ça, où on perd un volume d'eau, on complète quand on a le stock. Et sinon, oui, après, pour répondre à tes questions, pour tout ce qui est les nitrates, on essaie de rester sur des valeurs, même si les poissons, contrairement aux coraux, peuvent tolérer des valeurs de nitrates qui sont bien plus élevées, mais les stades larvaires sont quand même assez fragiles en fonction des espèces de ce taux-là. Et généralement, on peut être entre 5 à 15 mg, mais on d'accord. fait quand même des changements d'eau mensuels. Et puis après, on a un entretien assez quotidien en fait avec les aquariums. Ouais. Donc, voilà sur ça. Et qu'est-ce que je voulais dire après aussi sur le… Donc ça, c'était sur le technique. Donc il y a un réseau d'eau pour les larves, un réseau d'eau pour les gros poissons qui polluent plus. On a tout un système d'alarme, de température, voilà. Ouais. Est-ce que comment dire, cette activité, vous l'avez reproduite dans des pays tropicaux Tout au à niveau fait. des… Ouais. Est-ce qu'il y Ouais, a la même chose pour les clowns, enfin, j'en sais rien, les ouais, chirurgiens, ouais, tout à fait. Alors, on l'a fait un projet en Guadeloupe qui s'appelait Cayoli, Ouais. qui, je ne sais pas, va reprendre, mais en tout cas, c'était une grande ferme de 40 pieds aussi qu'on avait construit. Euh, et là, je suis en train de bosser sur un projet qui s'appelle, je fais un petit peu de pub, hein, comme ça, c'est J'ai des vu fois avec les Philippines, il me semble. Exactement, le projet s'appelle Soulbaï et en fait, Écocéan a dimensionné essentiellement donc mon patron et puis après nous à Marseille, la partie technique de la ferme. Et donc là, le but aussi, c'est de pouvoir prélever des larves et des post-larves de poissons, les faire grandir. C'est avec Frédéric Tardieu. Exactement. Ouais, eh ben, Frédéric Tardieu, je l'ai eu en entretien comme toi, tu vois, Ouais. sur le récif, et j'en garde vraiment un souvenir, mais formidable. C'est un Ouais. mec Bah, qui est formidable. en fait, si tu veux, Formidable.
toute la ferme, en fait, on l'a dimensionnée pour lui. Donc, Ouais. elle va sortir de terre l'année prochaine. Et en fait, ce qui est génial en fait dans ce projet-là, si tu veux, c'est que bon, ce mec-là, il est top, quoi. Je veux dire, il a réussi à développer Ah des aires ouais, marines non, c'est. protégées, à faire travailler les gens là-bas sur place. Enfin, c'est exceptionnel. Le boulot qu'il a fait, même après sur son île, où il a restauré une barrière de corail, il a replanté une mangrove. Enfin, d'abord la mangrove et après la barrière. Après, et sans compter l'île, la végétation sur l'île, toute la Voilà, tout faune, à la fait. flore. C'est un boulot à l'échelle d'une vie en peu de temps exceptionnel. Et en fait, donc, Et on c'est un travaille avec. Marseillais encore, hein. Exactement, Ils ouais, sont c'est pas un mal ces Marseillais. Marseillais, hein, Ouais, faut le dire. ouais, bah, écoute, en tout cas, je le vois régulièrement parce qu'il vient, il vient régulièrement dans la ferme et puis on a vraiment un partenariat avec lui. Et donc, du coup, en fait, on lui fait une ferme à lui pour prélever des larves et des post-larves en fonction des espèces, celles qui ont un intérêt à être consommées. Et ben, en fait, le but, c'est de pouvoir après, sur des cages flottantes, continuer à élever ces poissons jusqu'à des tailles portions pour pouvoir nourrir les populations locales. Donc, ça, c'est top. Mais en plus, en formant les gens sur place pour faire ça, donc ça en plus, avec toute cette histoire d'aire marine protégée où en fait, il y a des gens qui vont ils créent du boulot là-bas. Ouais, C'est ouais, ça qui est ouais. quand même top. Il va nourrir les populations locales avec cette technique-là développée par Écocéan. Et en plus de ça, on a un partenariat, même moi, avec les poissons de Méditerranée, mais avec lui, avec les poissons tropicaux, avec l'aquarium de Dieppe, qui va être un des plus grands aquariums d'Europe, qui va sortir de terre. On travaille avec eux, on a un partenariat. Dieppe, Dieppe, ouais. c'est pas Avec, loin de Nausicaa, ça. Ils vont concurrencer. c'est pas loin de Nausicaa. Le responsable aquarial capacitaire, c'est Pascal Coutan. Alors, son homonyme, il y en a un qui s'appelle aussi Pascal Coutan qui est à La Rochelle, mais ce n'est pas la même personne. Ouais. Et donc, du coup, voilà, le but, c'est aussi de prélever des poissons tropicaux à des stades larvaires, toujours dans un souci de ne pas impacter les populations sauvages et puis adultes. Et vu que ces poissons-là, en théorie, ils seraient morts en milieu naturel, et de les faire un peu grandir, et puis après de les envoyer à la Corne de Dieppe. Surtout qu'il y a toute une partie un peu politique de sensibilisation publique sur l'origine des animaux. Hein. On l'a vu Génial. avec les marinelands, les choses comme ça. Donc là, le fait de proposer des collections d'animaux qui ont été prélevés dans ces conditions-là, sans être abîmés, sans avoir un impact sur les stocks sauvages, c'est vachement intéressant à développer. Et donc, nous, on fera pareil aussi avec des poissons de Méditerranée pour la Corne de Dieppe. C'est superbe. C'est super. Mais faut faire la même chose dans la Manche. Voilà, après, en fonction des Parce que partenaires qu'on moi, je peut trouve que avoir. quand je vais à la pêche, je trouve qu'il y a moins de bars qu'avant. Donc, si vous Ouais, pouviez repeupler un petit peu, ça serait bien. on en a repeuplé des loups. Mais après, oui, le but, c'est aussi de se développer. Donc, moi, je suis responsable vraiment de la. C'est une station marine maintenant qui s'appelle MIR. Alors, c'est un Ouais. petit jeu de mots parce que les containers, comme ils sont blancs et qu'ils peuvent s'empiler, ça fait un peu station spatiale. Mais c'est une station méditerranéenne d'innovation et de recherche. C'est Et donc, du génial. coup, on a un gros container de 40 pieds, je te disais, avec les poissons. Et Mhm. il y en a un autre, en fait, avec le coralligène. Donc, en fait, on fait exactement la même chose avec des coraux de Méditerranée, parce qu'il y a des coraux en Méditerranée. Ouais, d'ailleurs, moi, je suis attentivement. Ouais, c'est Coral Guardian qui restaure en ce Ouais, moment une zone un ouais, récif en ouais. Espagne, au large de l'Espagne, là, Ouais, on a eu des contacts. J'ai avec, ma collègue Amélie Foncuberta là, qui est la chef de projet avec avec moi Martin. voilà, avec Martin. Moi, je les connaissais déjà de Provence Corail. J'avais Ouais, déjà bah, échangé avec eux. j'imagine, ouais. Mais c'est vrai qu'eux, ils bossaient du coup pas mal en Indo, tout ça. Et c'est vrai qu'ils bossent aussi en Eh Méditerranée. ben, Et vous donc, en pouvez fait, retrouver aussi Martin sur la chaîne YouTube, 2 fois ah, même. Et bon, d'ailleurs, ça y est, grâce aux gens qui ont souscrit pour son bouquin Corail, il est en ouais. impression. Et Ah, pour top. ceux qui l'ont acheté, il sera livré avant les fêtes de fin d'année. Ok, Voilà, top. petit aparté, Ok. excuse-moi. Et donc, je te disais, voilà, donc l'autre projet, autant il y a eu Cassiomar, Cassiciota, Marseille pour les poissons, et là, le projet s'appelle OP Coral. Donc là, en fait, le but, c'est de pouvoir prélever du coralligène. Alors, le coralligène, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un écosystème, et dans cet écosystème, il y a plusieurs espèces qui sont vraiment typiques et endémiques de Méditerranée. Donc, on va retrouver des algues vertes, des algues rouges, des éponges, des gorgones, des coraux. Ouais, Voilà. des coraux symbiotiques en général, hein, non symbiotiques. Non, Non symbiotiques. ils sont plutôt non symbiotiques parce Non qu'en fait, symbiotiques, ouais, c'est cet écosystème-là, en fait, il est en profondeur. ouais, Il ouais, c'est peut des non commencer symbiotiques. à partir des 20 mètres jusqu'à plus de 100 mètres. C'est un lapsus, Et, c'est non et symbiotique. pas de souci. Et donc, en fait, nous, on a prélevé en juin des espèces de coralligènes au large de Cap Ferrat. Et on a fait ça en partenariat avec Andromède Océanologie. Donc, pour la petite aparté, en fait, c'est avec Laurent Balesta, hein, qui est assez connu avec les émissions Ushuaïa, où il était un peu le référent biologiste marin. Mais il est aussi connu
par la qualité de ces photos. Mais du coup, en fait, c'est eux qui ont fait toute cette phase de prélèvement, surtout que c'est une zone qui a été prélevée à 50 mètres. Et donc, le but de faire ça, c'est, vu que ces organismes, contrairement à nos chers coraux récifaux, tropicaux, où on peut avoir des taux de croissance en fonction des espèces assez impressionnants, au moins 1 centimètre par mois pour les plus rapides, là, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est des animaux qui ont des croissances hyper lentes. Et donc, le but, c'est de pouvoir prélever dans une zone, j'allais dire saine, ces animaux-là, les bouturer et les réimplanter après sur des fonds rocheux, plutôt des récifs coralligènes qui ont été impactés par le passé, soit par des pollutions qui ont été détruites, mais qui sont en voie de redevenir une zone saine. Sauf que le problème, c'est que la nature, elle aurait mis des dizaines et des dizaines d'années pour être recolonisée. Donc, Donc, moi, vous le faites but, la là, même chose pour les coraux que pour les poissons. voilà, En donc là, gros. je fais un petit peu comme à Provence Corail. Donc, je bouture des éponges, je bouture des coraux, des gorgones. Et donc, on suit les taux de croissance. Alors, pour la petite histoire, on fait aussi du corail rouge de Méditerranée. Moi, j'étais capacitaire sur le corail rouge de Méditerranée et on a 2 géniteurs. Donc, c'est des colonies qui font à peu près 12 centimètres. Donc, bon, en gros, c'est ça. Il faut savoir que le corail rouge de Méditerranée, ça prend 1 à 3 millimètres par an. Donc, les 12 centimètres, ça veut dire qu'on a globalement une colonie qui a plus de 120 ans. Voilà. Donc, voilà, on a commencé à faire quelques boutures dessus. On est super satisfait aussi par rapport à des gorgones de Méditerranée. Donc, les plus connus, on a Eunicella cavolini et on a Paramucera clavata. C'est une gorgone orange et une gorgone mauve. Et ça prend pareil à peu près 1 centimètre par an. Et nous, en quelques mois, on a pu avoir déjà des encroûtements de 1 à 2 cm et une petite pousse d'1 centimètre. En sachant que le container, là, il est bien particulier, il est complètement fermé, contrairement à celui des poissons où il y a des baies vitrées aussi pour qu'il y ait un éclairage, j'allais dire, pour temporiser, pour éviter qu'un éclairage violent. Il y a vraiment de la lumière naturelle qui rentre. Là, tu rentres dans le container, c'est comme si tu étais à 50 mètres de fond. Et c'est là aussi où on a pu retravailler avec Alpheus, c'est que du coup, ils nous ont refait des rampes bleues, j'imagine. rampes LED, voilà, des rampes LED sur mesure pour recréer les conditions de 50 mètres de fond. Donc, c'est vrai que quand tu rentres dans ce container-là, tu as vraiment une ambiance qui est très tamisée, qui tire vraiment dans les bleus profonds. Et donc, on a aussi des groupes froids pour pouvoir maîtriser la température d'eau qui est généralement à 50 mètres. C'est des eaux qui sont quand même contrairement à… C'est 12 degrés, quoi. C'est 16 degrés. 16 degrés. Ouais. 16 degrés. Et on a l'avantage quand même aussi de travailler avec de l'eau de mer naturelle. Donc, pour les paramètres physico-chimiques, c'est le top. Je n'ai pas à faire des ajouts comme je faisais c'est bien. travail. Mais voilà. Et puis, il y a des aquariums qui sont différents aussi au niveau de l'hydro, avec différents brasseurs et tout ça pour les éponges. Donc, on a des protocoles pour nourrir les éponges une semaine avec tel aliment, une autre semaine pour compléter. Donc, c'est super intéressant. Et le corail rouge de Méditerranée, vous le nourrissez? Comment vous faites pour le faire pousser? Ouais, on le nourrit. Donc, je peux parler aussi un peu des partenaires. Donc, on a déjà avec Cassiomar et OP Coral en partenariat, on a Prodibio qui sont en plus marseillais et du coup qui nous suivent moi depuis que je suis rentré parce que je bossais avec eux à Provence Corail et qui nous suivent sur l'ensemencement en bactéries de nos fermes. Voilà, depuis que je suis là. Et donc, Denis Tiliakos. Ouais, c'est ça. Quand il n'est pas dans son village de Corse. Voilà, et puis Guillaume Vanneau, moi c'est surtout avec lui que j'avais pu faire le partenariat, enfin avec Prodibio de manière générale. Et du coup, avec du Reef Booster en partie, on nourrit avec des noplis, avec du phytoplancton, des rotifères, voilà, plein de choses comme ça. Et donc voilà, ça c'est super intéressant. Et donc ça c'était la partie OP Coral. Et je suis aussi responsable d'une autre ferme elle s'appelle Auréa, qui est en fait qui est à Veolia, à la Seine-sur-Mer. Et en fait, c'est une ancienne station d'épuration qui, par le passé, parce que c'était une vieille station d'épuration, avait quand même un peu abîmé les fonds marins devant. Et donc, il y a eu tout un process en fait pour remoderniser la station et pour limiter son impact sur l'environnement. Et donc, du coup, on a eu un appel d'offres pour pouvoir repeupler des animaux sur cette zone-là, donc pêcher autour de la station et remettre du poisson. Donc, même process que Castiomar. Donc voilà, du coup, moi, je gère cette ferme-là aussi. C'est vraiment génial, hein. Et oui, la petite chose que je n'ai pas dit pour parler d'un autre partenaire, comme ça lui fait un petit peu de pub aussi, j'ai parlé de granulés aquacoles en fait pour
pour nos poissons. Ce qu'il faut savoir sur le granulé aquacole, même s'il est très performant, c'est que pour faire 1 kg de poisson sauvage, 1 kg de poisson d'élevage, pardon, il faut pêcher 4 à 5 kg de poisson sauvage. Donc en fait, on donne du granulé aquacole, mais on essaye de le minimiser depuis quelques années. Parce que du coup, nous, on travaille avec du poisson sauvage et que du coup, c'est un petit peu débile de donner ça. Ouais. Et du coup, en fait, on a un partenariat avec une société française, encore une fois, que j'avais démarché au tout début, que je suis rentré avec Océan, qui s'appelle Innovea, qui est en Corrèze. Et eux, en fait, ils proposent un granulé aquacole qui est issu, en fait, de farine d'insectes. Donc, ils ont pu développer pour nous une gamme de granulés qu'ils avaient déjà pour l'aquaculture, mais on a pu tester, nous, Ils en tout cas, sur vendent nos aux poissons. particuliers ou pas? Et ils vendent aux particuliers, ça s'appelle Innovea avec un Y. Pour les aquariums et C'est tout, ça peut être pour les aquariums, tu peux trouver en animalerie, même de façon générale, même pour les animaux. Innovea. Innovea, voilà, avec D'accord. un Y. Donc, si les gens veulent tester à la fois sur des poissons de bassin, eau Et c'est en douce, eau de mer, Corrèze. Tu m'as dit que c'était en et Corrèze. c'est en Corrèze. Et donc, On on a n'imagine pas qu'en Corrèze, à Tulle, ou je sais pas où, on fabrique des granulés pour poissons. ouais, c'est pas loin. Et puis en plus, c'est une grosse boîte, hein. Il y a quelques années, ça avait été innové par François Hollande. Ah Et ouais, en à fait, Tulle, la c'est pas base, mal. voilà, c'est son fief aussi. Puis moi, en plus, je viens de là aussi. Ah bon? Voilà, donc je fais de la pub pour un Corrézien. Et du coup, en fait, Innovea, ce qui est top, c'est que c'est à la base de protéines d'insectes. Et en fait, c'est une petite mouche, la mouche soldat, Hermetia illustrans. Et donc voilà, c'est fait à partir de ça. Et donc du coup, c'est vrai que quand on a rajouté ça dans le projet, c'était toujours dans le souci écologique et puis de trouver des solutions pour minimiser encore notre Tout ça impact pour éviter donc de donner des granulés issus de poissons sauvages. de farine de poisson sauvage, Ce qui est tout... exactement. Est-ce que Innovea travaille avec des grandes fermes aquacoles d'élevage, par exemple, pour la consommation humaine? Je pense, oui, je pense, ouais. C'est bien. Surtout sur de la salmoniculture, puisqu'en France, c'est quand Ouais, même assez voilà, sur le développé. saumon, donc, ouais. Ouais, sur la salmoniculture, je pense qu'ils ont un gros marché aussi Parce que c'est déjà, vrai que mais chaque fois qu'on achète du poisson d'élevage, c'est quand même emmerdant de se dire que le poisson qu'on va manger a dû bouffer 10 kilos de poisson sauvage, quoi. c'est le paradoxe de l'aquaculture, malheureusement. Ouais. Donc là, j'ai des questions quand même. Attends. Ouais, Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait du baume au cœur de voir d'aussi beaux projets par les temps qui courent, et merci beaucoup. je ne peux qu'approuver. Merci beaucoup. Après, c'est génial comme activité. Est-ce que vous prenez des stagiaires? Alors, on prend des stagiaires. Ah, Alors, en sachant qu'en fait, moi, sur le site de Marseille, en fait, on est deux. Donc, ça paraît beaucoup parce qu'on a d'autres projets même qui sont confidentiels. Là, je ne pourrais pas en parler. d'accord. Mais du coup, en fait, en gros, pour donner un peu une idée, c'est-à-dire qu'on a une ferme à poissons dans un conteneur de 40 pieds, on a une ferme à corail, on a une grande quarantaine qui peut être aussi modifiée quand on a beaucoup de poissons, et on a aussi après un autre projet. Donc, globalement, plus après la ferme d'Auréa, il y a 5 à 6 projets Donc les gens aquacoles. peuvent toujours t'envoyer un CV et puis voir ce que tu Et as. ils peuvent toujours envoyer un CV. C'est vrai qu'après, nous, nos critères de sélection, c'est quand même des gens qui ont au moins un niveau de licence en aquaculture. On ne va pas chercher des gens de niveau master parce qu'en fait, à la base, on cherche plutôt des profils de techniciens. Voilà, mais ça, en fait, ils peuvent l'envoyer. Je les invite à aller faire déjà aussi un tour pour tous les gens qui nous ont suivis sur le site d'Ecocéan. Il y a pas mal de reportages Oui, voilà, dessus. Et donc, après, il y a accès aussi à ma boîte mail. j'ai regardé ça cet après-midi là Ou après, il y a accès à un contact Écocéan où les CV ils peuvent les déposer. J'ai déjà, par contre, trouvé les stagiaires pour 2022, donc désolé. Mais en tout cas, c'est toujours preneur, oui. Donc là, Écocéan, là, on a vu toute la partie entre guillemets pisciculture Ouais, et préservation, développement post-larvaire, mais il y a un autre volet. ouais, c'est ça. Il y a un Donc autre là, volet ouais, qui vous permet, j'imagine, de financer tout ça parce que ça c'est coûte du ça. pognon, la pisciculture. C'est Euh, ça. donc Ah, donc vous là, avez des partenariats avec plusieurs ports dans le monde, il me semble, plusieurs villes côtières. c'est ça. Sur les, Essentiellement en Méditerranée, mais il y en a un petit peu j'ai partout dans vu le monde. Rotterdam, j'ai vu le C'est Danemark. ça. Il y en a en eau douce. Et Ouais. donc là, tout à l'heure, ce que j'ai parlé, c'était la phase de capture, élevage, repeuplement. Ça, c'est Biorestore. Et Ouais. après, l'autre grande partie, j'allais dire, qui est un peu le point essentiel à Écocéan, c'est la partie biohut. Donc, biohut, Ouais, en fait, voilà. c'est la hutte de diversité. Qu'est-ce que c'est? C'est en acier recyclé avec des coquilles d'huile. Donc, en gros, c'est une sorte de petite cage métallique. Et tout à l'heure, je parlais des animaux côtiers qui arrivaient où il y avait à peine 1% qui réussissaient à survivre. Damien, attends, excuse-moi. Quand j'ai vu les photos des biohuts,
Ça m'a fait Ouais, penser au truc qu'on peut mettre dans le jardin pour élever les insectes, enfin pour faire des niches à insectes, c'est tu un peu sais. l'idée, c'est un peu l'idée. Mais en gros, en fait, l'utilité de ça, c'est que les animaux qui arrivent dans des ports et qui sont passés à travers toute cette mortalité, quand ils arrivent près d'un quai, effectivement, ils se font bouffer. Là, le but, Hum, c'était d'éviter qu'ils se fassent bouffer. Et donc, du coup, ces biohuttes permettent aux animaux de rentrer en fait à travers une certaine maille. Donc, s'il y a un gros prédateur, le gros poisson ne pourra pas rentrer dans la maille, mais par contre, le petit poisson, il pourra rester à l'intérieur. Le temps de grandir, tout ça. Et il y a une partie dans ces espèces de biohuttes, un compartiment où on a des coquilles d'huîtres. Et ces coquilles d'huîtres, elles sont là parce qu'elles vont avoir un rôle de substrat. C'est-à-dire qu'on va avoir dans l'ordre un film bactérien, on va avoir des microalgues, des choses comme ça qui vont se développer. Et donc, en gros, la larve ou la post-larve de poisson côtier, quand elle va arriver là-dedans, non seulement elle va se cacher, mais elle va trouver à bouffer. Et donc, le temps qu'elle séjourne, elle va pouvoir rester un certain temps. Ça, on fait aussi des suivis écologiques sur ça. Donc, tu parlais de porcs, exactement. On a des porcs, en fait, on met ça dans des ports propres. Hein, on ne met pas ça dans des eaux polluées, évidemment. Donc, on essaye de faire tout un aspect aussi pour sensibiliser le public, des ports, des gens Euh, qui viennent Là, il y autour. a Cédric là, qui avait déjà posé la question tout à l'heure. Ouais, Comment aménager un quai pour essayer de préserver les poissons? ouais. Et là, En il fait, dit les biohottes, ça fonctionne même avec des ports à gros trafic ou… alors après, oui, il y a quand même une étude au préalable par la partie technique de mon, parce que l'Écocéan, le siège est à Montpellier. Donc moi, je m'occupe pas de cette partie-là. Moi, je m'occupe uniquement de Biorestore. Mais en Ouais. tout cas, oui, il y a vraiment une étude en fait qui est faite pour savoir si du coup ça sert à quelque chose ou pas Mhm. de mettre des biotes. Et pour répondre à la question, en fait, la gamme de biotes, en fait, elle est assez diverse. C'est-à-dire qu'on va avoir des biotes qui sont adaptés à des quais, qui sont adaptés à des mouillages, qui sont adaptés à des pontons, qui sont adaptés à des digues. Ils ont tous des formes différentes parce que forcément mettre un récif artificiel sur un quai, ça ne va pas avoir les mêmes contraintes au niveau courant que sur une digue où on va avoir de la houle qui vient s'écraser et qui peut vraiment pulvériser les structures. Donc, il y a vraiment toute une étude et c'est le bureau d'études d'Écocéan qui s'occupe de ça. Et tous les récifs artificiels sont en acier recyclé et en bois et en coquille. Donc, tout est recyclé et recyclable. Ah oui. Donc, Et voilà, donc c'est… ça les biohottes, est-ce que c'est Ouais. ça la source de financement principale? En partie, oui, Euh, parce qu'en fait, ouais, on vend en fait ces biohuts et derrière, on ne vend pas que l'installation, c'est-à-dire qu'on vend aussi des suivis. On ne fait pas ouais, juste mettre un récif artificiel. Nous, on vend un ensemble de prestations. d'accord, Donc, en fait, ça va nous servir à nous de faire des suivis. Donc, on va avoir des plongeurs en fait qui vont pouvoir noter à différents moments de l'année les espèces qu'ils vont trouver. Donc, à la fois des poissons, mais aussi des invertébrés. Et tout ça, en fait, on va le rentrer nous dans une base de données où on est les seuls en France à avoir ça. Et donc, avec le temps, en fait, on arrive à cumuler vraiment des données qui sont immenses. Et après, ça, c'est traité pas spécialement par Écocéan, mais plutôt après par des universités, par des choses qui sont un peu détachées de ça pour pas influencer justement les résultats. On travaille pas mal avec l'université de Perpignan, avec Philippe L'Enfant, pardon. mhm. Mais du coup, voilà, c'est des suivis, des observations de plusieurs espèces. Voilà, c'est vraiment assez complet en fait. Sur les photos que j'ai pu voir, je me suis pas tellement rendu compte de la taille d'une biohotte. C'est quoi? C'est 1 mètre, 2 mètres? Alors, c'est quelque chose, parce que tu as des mini-biotes. Donc, tu as des biotes, je ne sais pas, je pense qu'ils doivent faire à peu près 40 cm par une trentaine de centimètres. Ouais, Voilà, ça, c'est le plus petit modèle. Et après, tu as un modèle qui doit bien faire, je pense, 90 cm de haut, voire 1 mètre de haut, sur à peu près 30-40 de large. Et en fonction, il peut être compartimenté soit avec un espace vide d'un côté et de l'autre, et au milieu, des coquilles d'huîtres. En fait, ça, c'est plus un modèle. Donc, il y a 3 compartiments qu'on met sous les pontons. Comme ça, les poissons, ils peuvent rentrer de chaque côté. Et alors que, d'accord. par exemple, les quais, il n'y a que 2 compartiments. La partie qui est vraiment fixée au quai, on va avoir les huîtres. Et la partie qui est donc face à la mer, on va avoir la partie avec les mailles, avec le grillage, quoi, où les animaux peuvent rentrer. Ça veut dire que les municipalités qui ont une certaine conscience écologique concernant le milieu marin peuvent prendre contact avec Tout à fait, Ecocéan tout à fait. Pour pour contacter Écocéan, étudier la faisabilité de la mise en place de biohottes. exactement. Et par rapport justement donc, à des municipalités, des ports, des capitaineries voilà, qui font appel à nous. Donc on a aussi l'agence de l'eau qui bosse avec nous, hein, qui nous aide à financer à certaines hauteurs différents projets. Parce que vous le faites en eau douce aussi, ouais. On le fait aussi en eau douce, ouais. On fait aussi des radeaux flottants végétalisés
avec des biohuts même en dessous. Donc, il y en a sur le canal Saint-Martin à Paris. Il y en a. Est-ce qu'il y a des biohuts sous les jardins flottants qui sont vers le musée du Quai Branly à Paris? Alors, je ne connais pas tous les terrains. Je sais pas. Je ne pourrais pas te répondre. Je sais qu'il y en a au niveau du canal Saint-Martin, qu'il y en a aux Il y a des Pays-Bas. panneaux qui indiquent qu'il y a des biohuts en Tout à principe? fait. Ah, Tout ben, à je fait. regarderai. Que ça soit sur les ports ou que ça soit, enfin, à chaque fois qu'il y a un endroit comme ça, que ce soit sur des radeaux ou des biottes, il y a une partie pour sensibiliser les gens. Qu'est-ce que c'est, le cycle de vie du poisson, voilà pourquoi on fait ça. Et tu as aussi un projet qui s'appelle Uros, qui est sur le lac de Serponçon. Et donc là, on a un radeau végétalisé. Et en fait, la particularité, c'est que c'est un lac artificiel. Et en fait, il y a un marnage de 40 mètres. Donc, en fait, il a fallu construire une structure qui peut descendre de 40 mètres. Alors, ça ne descend pas de 40 mètres d'un coup, mais il y a tout un aspect comme ça aussi Pourquoi il y a un sur. marnage de 40 mètres? Ça veut dire quoi? C'est la profondeur du lac? Non, c'est parce qu'en fait, c'est un lac qui est utilisé, je Ah pense. ouais, c'est EDF qui fait des larges avant. Voilà. Donc, il y a une D'accord. contrainte comme ça, mais on a fait des choses comme ça. Et du coup, aussi sur les biohuts, on a une partie donc communication et sensibilisation. Donc, on fait intervenir des écoles sur les ports. Et là, le but, c'est de. Alors, j'ai parlé de suivi en fait qui se font en plongée, mais il y a aussi des suivis qui se font en sortant le biote. Donc, il y a un entretien quand même parce qu'en fonction des ports, Ouais, bah oui. on peut avoir des choses. C'est bien que le biote se foule, c'est-à-dire qu'il y ait des micro-organismes qui se mettent dedans, des moules, des choses comme ça. Mais après, quand il y en a trop, ça perd son utilité. Donc, il y a quand même un entretien à faire. Les structures aussi, on doit les changer. Elles ont un temps de vie. Voilà, ça fait partie si on veut qu'elles soient efficaces. Et donc, ça arrive qu'on fasse qu'on les sorte de l'eau pour pouvoir recenser correctement les animaux. Et ça, on le fait aussi avec des écoles. Donc, on fait venir les minots pour déjà présenter un peu Écocéan, à quoi ça sert le biohut, et les faire trier, leur montrer un peu toutes les espèces, que ce soit de l'invertébré ou du poisson. Ouais. Qui Donc se vous sortez le trouvent dans biohut, vous le mettez dans un container de flotte et Ouais, en les. fait, alors on ne le sort pas de l'eau comme ça parce que du coup, les animaux, ils peuvent sortir. Mais Bah en ouais, fait, ouais. en fait sous l'eau, on va avoir une espèce de grosse bâche qu'on va pouvoir mettre, en fait, comme dans un sac, en fait, le biohut pour le sortir, conserver tous les animaux qu'il y a dedans et après, du coup, être sûr que tous les animaux qui étaient dedans sont dans la poche et pouvoir après les compter, les recenser, les identifier. Et on peut faire ça avec des enfants. Ouais. Je vous encourage à aller sur le site web d'Écocéan où Ouais. vous pourrez voir des photos des bio. Merde, Des biohuts. des Moi, biohut je peux les et tous encourager les aussi parce qu'il progrès. y a une partie, on est on a une bonne charge de communication et puis on a pas mal de sollicitations au niveau des médias. Donc, à la fois sur le site d'Écocéan, il y a des reportages qui peuvent être vus sur la chaîne Écocéan YouTube ou Vimeo. Et pas plus tard que la semaine dernière, on a eu un reportage qui était vraiment sympa, qui est, je pense, encore consultable en replay. C'était Télématin. Donc ça, c'est vraiment top. Si après les gens ils veulent voir aussi un peu comment c'est filmé à l'intérieur et tout ça, parce que là Ouais, j'ai ouais. beaucoup parlé, mais au moins ça Est-ce que sur matérialise un peu les les choses. reportages, on voit ton installation post-larvaire là? Ouais, bien sûr, bien Ah ouais. sûr. Ouais, Hmm. bien sûr. Donc ça, si ils peuvent le voir sur même le Facebook d'Écocéan, il y a le replay qui est accessible. Ah On a bah, eu je le Thalassa. partagerai après, je le partagerai. Ouais, on a eu Thalassa, on a eu aussi la semaine d'avant Céjami, ça remplace un peu C'est pas sorcier, donc il y a un peu de la vulgarisation, mais il y a aussi après des fois des TF1, des choses comme ça, où c'est des médias un petit peu Ouais. plus… Et on a la chance de t'avoir sur le récif. C'est fou ça. et voilà. C'est fou, c'est génial. Est-ce que vous avez des questions à poser à N'hésitez Damien? n'hésitez N'hésitez pas, là, pas, j'ai allez-y, ouais. allez-y. S'il y a des questions, je regarde. Vachement intéressant. Moi, je savais pas tous ces projets, tous ces trucs, hein. C'est pour ça que je Euh, les invite vraiment à aller regarder sur le site d'Écocéan qu'on a refait, qui est vachement intuitif et accessible à tout le monde, quoi. ouais. Donc, vous travaillez avec Frédéric Tardieu, vous travaillez avec l'Indo aussi, avec les fermes de culture de coraux, les choses comme ça, ou pas? Non, non, pour Non? l'instant, non. On reste vraiment axé sur le poisson, mis à part le projet OP Coral sur le coralligène, mais non. Peut-être que ça se fera dans l'avenir, ouais. C'est génial. Est-ce qu'il y a une documentation sur le développement post-larvaire aux Philippines déjà qui a été publiée ou quelque chose comme ça? Pas à ma connaissance. Donc, il faudra que je réattrape Frédéric Tardieu pour en parler, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Après, j'essaie de réfléchir un peu. Nous, en fait, on a un guide d'identification euh, Des sur les poissons? larves.
Des larves. qu'on a fait nous, qu'on a fait nous en fait en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le CNRS. Je crois qu'il y a Ifremer aussi. Mais ça, je ne crois pas que ça soit accessible au grand public, mais c'est peut-être des choses que les gens peuvent voir des fois sur les universités. Donc, l'Université de Perpignan, on travaille pas mal avec eux. Peut-être qu'il y a des documents qui sont accessibles sur des sites internet, je ne sais pas. Ça, j'ai pas D'accord. regardé. Tu peux rappeler le nom de la boîte corésienne qui fait des croquettes aux insectes, là? Oui, c'est Innovea. C'est s'écrit Innovea avec un avec un Y, Y. pour Voilà. nourrir vos poissons avec des Voilà. mouches à la place du poisson d'élevage. Et le directeur, je le connais bien, donc c'est avec lui que j'ai un partenariat, c'est Samuel Lopez. C'est avec sa femme, en fait, qu'ils ont, Cathy Lopez, D'accord. qu'ils ont la boîte. Voilà. Ok, bah c'est génial. Bah écoute, Damien, ça fait quoi? Ça fait 1 h 15 à peu près qu'on discute. Est-ce que ça t'a Ouais. plu? Bah, On super, a, moi je suis on a, toujours content je suis toujours passionné, je suis toujours content de partager ma passion. Si on est tout seul, c'est un peu dommage. Voilà, Donc moi c'est à peu voilà. près, c'est un peu ma philosophie aussi. Puis j'aime bien faire découvrir des boîtes et des projets qu'on voit pas ailleurs sur les Facebook récifaux. Ouais. Hein, donc Bah, merci à toi en tout cas, c'est vrai que c'était une bonne c'est initiative. génial. Et là, comment dire, la vidéo est enregistrée, je vais la mettre sur YouTube. Tu me Super. pardonneras, il n'y a pas les 3, 4 premières minutes, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. C'est honteux, mais Pas de l'essentiel y problème. sera. Je te remercie, je te souhaite un excellent week-end. Merci Et à toi aussi. Et puis je salue tous les anciens clients de Provence Corail et puis même ouais, bah toutes écoute, les autres il y en personnes a pas mal, il y en a pas mal. et Il toutes y en les a autres pas. personnes qui ont pu assister. Voilà, c'était un plaisir. Mais il y avait du public, elle va être revue et vue sur le YouTube, sur le groupe. Et Super. bah écoute, je te communiquerai le lien YouTube si ça t'intéresse et tu pourras Ouais. tu pourras t'auto-visionner. À bientôt. À Merci beaucoup, bientôt. Damien. Allez, merci Et à toi, merci à tout le super monde. projet, vraiment, vraiment sympa. Salut, Merci. ciao, ciao. Salut. Merci beaucoup. Salut Au tout le monde. revoir, à bientôt. Au revoir.